Cette question, va-t-on céder ou au contraire trouver les moyens de résister, les moyens de nos ambitions? Notre ministre du Commerce extérieur affirmait sur notre antenne, l'Europe ne doit pas faire preuve de faiblesse. Mais a-t-on les moyens de ne pas faire preuve de faiblesse face au deal qui nous a été proposé? Regardez ce deal, 15% de droits de douane en échange, je dis bien en échange, d'une ouverture aux produits américains. Alors pour être franc, il y a la France, il y a d'autres pays, mais vous allez le voir, certains négocient dans le dos de leurs petits camarades pour essayer de se sauver. Écoutez ce que disait Christine Lagarde, la patronne de la BCE. Plus tôt cette incertitude commerciale sera levée, et je pense qu'il faut dire levée rapidement, moins nous aurons d'incertitudes à gérer. Ce sera une bonne chose pour tous les acteurs économiques, y compris nous-mêmes. Parce que le problème, cher Magali, c'est que certains seraient tentés de négocier, bien évidemment, pour que ça fasse le moins mal possible. Oui, il y a beaucoup de pays européens qui se disent 15%, après tout, c'est moins pire. C'est moins pire, voilà, que ce qui était annoncé au départ. Et que finalement, comme le dit Christine Lagarde, c'est le point de vue aussi beaucoup des Allemands. Il faut de la certitude dans le monde économique. Et finalement, les voitures allemandes qui étaient taxées à 25%, si elles obtiennent 15%, c'est pas si mal. Parce qu'en fait, le projet, c'est maintenant, c'est 15% sur la table, avec qui englobe notamment les voitures qui étaient plus taxées que ça. Vous vous souvenez que ça, c'est bon pour l'Allemagne, parce que le secteur automobile est en difficulté, ils ont besoin, c'est vital. Donald Trump avait parlé de 30%. La menace, c'est 30% le 1er août. Donc, en fait, il y a beaucoup d'Européens qui ne sont pas prêts à une confrontation avec les Américains. En fait, il faut le dire les choses clairement, qui préfèrent 15% qui se disent que c'est plus absorbable que les 30 dont ils nous menaçaient, et que finalement, il y a beaucoup de pays. Alors, les pays, ceux qui commerce qui exporte énormément aux États-Unis. Alors l'Allemagne, l'Italie qui sont prêtes à accepter, pays du Nord, pays de l'Est de l'Europe qui se disent bon, finalement ce qu'il faut c'est surtout garder les Américains à bord, notamment en matière de défense. Vous savez, tout se mêle en fait un petit peu dans cette négociation, et donc on s'est retrouvés nous très seuls, les Français, à dire non, il faut jouer le bras de fer, on a des arguments, on est le plus grand marché, 450 millions de consommateurs les Européens quand même. Donc on a des cartes à jouer. Mais manifestement, le choix va être quand même de faire ces 15% de droits de douane et de négocier, c'est ce qui se fait depuis des semaines, des exemptions, voilà, domaine par domaine. C'est exactement ce que disait notre ministre sur les spiritueux, les industries pharmaceutiques, ce genre de secteur. Alors Richard Verly a plusieurs avantages, bien évidemment, on ne va pas tous les détailler. C'est un expert de renom, mais surtout, il travaille pour un quotidien suisse. Voilà. Que dit la Suisse? Comment va la Suisse, mon cher Richard? La Suisse, d'abord, n'a pas finalisé son propre accord, puisqu'elle n'est pas membre de l'Union européenne, donc elle deal directement avec l'administration Trump. Elle a été menacée de plus de 30% de tarifs par Donald Trump, et actuellement, l'accord est en train d'être finalisé. On ne le connaît pas. Donc vous voyez que même quand vous êtes un pays très riche, prospère, eh bien, vous n'obtenez pas non plus un blanc-seing de Donald Trump. Elle a une chance, la Suisse, qui est particulière, c'est qu'elle a un stock d'investissement aux États-Unis très important, notamment dans le secteur de l'industrie pharmaceutique. Beaucoup de ces pharmas produisent aux États-Unis, et ils produisent dans les États républicains. Ce qui, dans la conjoncture actuelle, n'est pas si mauvais, ça peut être un levier. Mais encore une fois, on ne connaît pas le résultat. En ce qui concerne l'Union européenne, la difficulté, enfin, moi je vois deux choses. D'abord, l'Union européenne semble avoir renoncé, si l'on s'en tient à ce que l'on sait, à taxer les biens et les services numériques. C'était là où pouvait être la contrepartie, parce qu'on connaît notre vulnérabilité et on connaît surtout l'importance du marché européen pour les géants du numérique américain. Si vous renoncez à toucher à ce secteur-là, bien évidemment, vous abandonnez une large partie des contreparties que vous auriez pu obtenir. La deuxième chose, c'est que les industriels européens vont rogner sur leurs marges, les 15%, ils vont donc les absorber. Toute la question est de savoir qu'est-ce qu'on va importer en retour. Moi, ce qui me rend plutôt optimiste, regardez la balance commerciale, les Américains, nous n'importons pas tant que ça des États-Unis en matière de biens industriels. Alors c'est vrai qu'on n'aura pas de contrepartie, il y aura d'un côté 15% et de l'autre côté 0, donc ce sera
quand même assez déplaisant, mais si vous regardez secteur par secteur, on n'est pas tant que ça exposé aux importations en provenance des États-Unis sur les biens, je dis précisément, industriels et les biens de consommation. On va parler de biens du luxe avec une déclaration ce matin dans les colonnes du Figaro, mais très rapidement, Richard, j'avais une toute petite question. Est-ce que le deal proposé par Trump, l'homme de l'art du deal aux Suisses, c'est-à-dire vous fournissez des patriotes aux Ukrainiens et puis on peut s'arranger, ça rentrera dans les... Alors, c'est pas vous dans les fournissez 30%? des patriotes. Enfin, vous n'aurez pas de C'est que les patriotes que vous aurez payés, vous ne les aurez pas parce qu'on va les donner aux Ukrainiens. Pas tout de suite. Voilà, pas tout de suite. Ça rentre dans le deal, ça, ou pas? Ça rentre évidemment dans le deal. Écoutez, la Suisse est dans la position qui a conduit beaucoup d'Européens, à commencer par la France, à dire qu'elle est en permanence un pays profiteur. C'est pas complètement faux. Quand vous êtes au centre du continent européen, quand vous êtes entouré de pays bien armés, vous bénéficiez d'un avantage. Autrement dit, vous pouvez différer vos défenses antiaériennes parce qu'avant qu'un missile atterrisse sur la Suisse, il aura quand même survolé un certain nombre de pays qui, eux, ont des défenses antiaériennes. D'autant que l'avantage de la Suisse, c'est aussi de protéger des biens du monde entier. Ça, c'est important. On ne va pas frapper le coffre-fort qui vous nourrit. Parlons de Bernard Arnault. Ça dépend, sauf si vous êtes sûr d'emporter tout le contenu. Mais oui, pour l'instant, ça n'a pas été le cas. C'est quand même compliqué. Il y en a qui ont essayé depuis la nuit des temps et ils en ont eu des problèmes. Le groupe LVMH va pas très bien d'ailleurs, mais Bernard Arnault, qui ne veut pas, vous allez l'entendre, se brouiller avec les États-Unis. C'est pas la première fois. C'est d'ailleurs pas la première fois qu'il nous donne des leçons. C'était ce matin dans les colonnes du Figaro. Écoutez. Nous ne pouvons pas nous permettre de nous brouiller avec les États-Unis. Il faut une issue pragmatique, efficace et amicale. Même si cela peut paraître facialement déséquilibré, ce sera préférable au bras de fer. Alors Magali et Richard, votre analyse, on ne va pas rappeler que c'est un homme qui était à l'intronisation de Donald Trump, qui a participé à sa campagne, c'est un proche. Ils ont visité des usines ensemble aux États-Unis. Mais LVMH va ouvrir une nouvelle usine même au Texas. Donc oui, il valide finalement la stratégie de Donald Trump. C'est-à-dire que Donald Trump, vous savez, a augmenté ses droits de douane, s'est lancé dans une guerre commerciale en disant ça va réindustrialiser l'Amérique. Eh bien, en fait, ce qu'on a chez LVMH, c'est en effet l'installation d'usines pour produire sur le sol américain. Alors, ça n'a pas été un grand succès, hein, les usines LVMH au Texas, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes sur la qualité des produits qui en sortaient. Mais depuis le début, il est sur cette ligne-là qu'en fait, il vaut mieux un accord déséquilibré, un mauvais accord, qu'un long bras de fer qui va pénaliser toutes les entreprises, donc jouer la stabilité. Il y a beaucoup d'industriels en Europe qui ont la même analyse. Hein. C'est pas l'analyse des autorités françaises qui auraient préféré avoir certainement de jouer davantage le bras de fer pour avoir un accord moins déséquilibré. On se souvient d'ailleurs de cette déclaration tonitruante lors de la publication d'ailleurs des résultats plutôt moyens du groupe où il avait dit que en cas de problème, eh bien tout simplement les entrepreneurs ou les entreprises pourraient aller aux États-Unis. Richard, votre commentaire, votre analyse. Vous savez, je vais faire une comparaison. Vous avez dans deux situations où vous acceptez le racket. Vous acceptez le racket si vous êtes très faible et que vous n'avez pas le choix, autrement dit le mafieux qui vous racket, vous êtes obligé de payer, ou vous l'acceptez si finalement le racket vous permet de rester prospère, ce qui peut être le cas. Vous avez par exemple un établissement qui certes paye une contribution à la mafia, mais reste très prospère. C'est le cas de Bernard Arnault. C'est-à-dire que c'est le prix de sa prospérité. C'est un groupe extrêmement exposé au commerce mondialisé, extrêmement exposé au marché américain sur un certain nombre de denrées bien identifiées. On pense au champagne notamment. Vous êtes d'accord pour être racketté, puisque vous savez que c'est la condition de votre prospérité. Qu'est-ce qui se passerait sinon? Ce qu'il redoute, c'est les fameuses mesures de rétorsion européennes qui ont été chiffrées à peu près à 90 milliards d'euros. L'Union européenne est prête à les faire entrer en vigueur le 7 août s'il n'y a pas eu d'accord d'ici le 1er août. À ce moment-là, ça veut dire guerre commerciale. Guerre commerciale, c'est très mauvais
pour un groupe comme celui de Bernard Arnault. Oui, et puis c'est un groupe, le groupe du luxe peut peut-être plus aussi avaler ses droits de douane. Il y a une question de marge. C'est plus facile pour LVMH. Les marges ne sont pas les mêmes pour le groupe LVMH. Vous pouvez augmenter vos prix. Je rappelle juste quelque chose que j'ai beaucoup entendu aux États-Unis lorsque j'y étais récemment. Les gens qui achètent les bouteilles de champagne, les gens qui achètent les sacs Vuitton, si vous augmentez un peu le prix, c'est-à-dire par exemple de 15%, eh bien ça ne fera pas de différence.